Bonjour Alex, Bonjour, Alexandre. comment ça va? Très bien. On était en train de discuter de comment on allait s'appeler pour ce podcast. Qu'est-ce que tu préfères? Toi, tu es Alexandre. Moi, je suis Alexander. Ok, parfait. Bon, je sais pas. Je peux être Alex. Ok, Voilà, cool c'est ça. Alex. Ok. Alors Alex, tu es Group Product Manager chez TomTom en C'est ça. EV Navigation et tu as un parcours assez exceptionnel en produit. Tu es passé par Google, YouTube, tu as même monté ta propre boîte au bout d'un moment qui a été acquired. Donc ça va être un super épisode pour discuter de tout ça. Et je me suis permis de poser à notre communauté aussi quelques questions, enfin de leur demander quelques questions qu'ils Ouais. voulaient te poser. Et donc à la fin de cet épisode, je te poserai quelques questions qui m'ont été demandées. Pas avec plaisir. Merci Sounds pour good. l'invite. Oui, très bien. Top. On va essayer de faire en français. Ouais, Voilà, désolé, je fais pas de du souci. franglais, mais Ok, pas de souci. t'inquiète Non, ça pas. va aller, ça va aller. Super. Très bien. Est-ce que tu peux un peu nous dire à la communauté comment tu es devenu product manager? Qu'est-ce qui t'a donné envie dans ce rôle finalement? Chez Google, j'ai commencé sales, après marketing, et après j'ai vu, j'ai connu un peu les gens qui construisent le produit, les équipes des singes, les équipes de produits. Et ça a commencé de m'intéresser, mais bon, c'est pas évident de faire cette switch. Donc, ça m'a pris un peu de temps de réfléchir, d'essayer. Je changeais aussi. En fait, le premier pas, c'était de faire product partnerships chez Google. C'est une organisation pas très grande. Il y a peut-être quelques centaines de personnes dans le monde entier. Et en fait, la responsabilité, c'est vraiment de lancer des produits localement. Avec des partenariats, avec voilà, des connaissances de marché local. Il y a un peu de go-to-market qui est dedans, il y a un peu de partenariat, mais il y a aussi un peu de produit. Donc, un bon exemple, par exemple, pendant à peu près 2 ans, j'ai travaillé sur le lancement de le magasin de e-books, le e-books de Google, qui s'appelle Google Playbooks. J'ai lancé ça dans la région de pays arabes. Voilà, c'est à peu près, je sais pas, 10 pays où on a lancé avant Apple, avant Amazon, etc. Donc voilà, moi j'étais vraiment responsable de faire cette case, de faire le go-to-market, de faire la localisation de produits, faire des partenariats pour exécuter ces lancements. Voilà, donc c'était assez intéressant. Et voilà, et après le startup, comme tu as dit, après un peu YouTube, et maintenant donc 3 ans chez TomTom, une boîte un peu plus petite que Google. Tout le monde connaît un peu TomTom. On Ouais. se disait juste avant, c'est un peu la société qu'on avait tous peut-être dans nos voitures il y a 20 ans. Ouais. Hein, on avait tous notre boîtier TomTom pour avoir C'est le ça, GPS. Aujourd'hui, ça a transitionné vers quoi? Parce que je suppose que maintenant, on a tous notre Google Maps ou autre sur nos iPhones. Effectivement, effectivement. Donc, TomTom, c'était vraiment le leader de navigation personnelle. Ça s'appelle le Personal Navigation Device, PND. Ça existe d'ailleurs encore un petit peu. Si tu as une moto, une caravane ou un grand truck, ça existe encore un petit peu. Mais TomTom, c'est surtout aujourd'hui le carte. Donc, tu sais, le carte numérique, comme on voit dans Google Maps, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui font ça aujourd'hui. Il a donc voilà TomTom, effectivement Google. Il a quelques autres concurrents dans le monde, mais il a vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est un produit très complexe de faire une carte numérique. Parce que tu fais une carte aujourd'hui, demain elle est plus valable, elle est outdated, parce que le monde change tout le temps. Donc, c'est ça le produit, le carte numérique, vraiment en concurrence avec Google et les autres. Et on fournit à plein de entreprises qui ont besoin de services de JO. Donc, ça peut être la carte, ça peut être les adresses, ça peut être le points of interest. Chaque entreprise, par exemple, quand tu utilises une application de Uber, ils ont plein de technologies qui prennent de Google, de TomTom pour vraiment faire cette service de Uber parce qu'elle a tellement de trucs dedans. Tu peux chercher des restaurants, tu peux chercher des rues. Il a beaucoup d'informations qui est derrière pour faire ça en marche. Donc voilà, la première chose que TomTom a fait, c'est vraiment le carte. Et la deuxième, c'est tout le service qui marche au-dessus, comme par exemple donc, la navigation. Donc la navigation, c'est vraiment les algorithmes qui calculent ta route à ton destination, qui aussi regarde le trafic, qui regarde voilà les rues fermées, qui regarde tes préférences. Il a plein de choses qui marchent derrière. Et moi, je travaille donc sur cette navigation pour la voiture électrique.
encore plus compliqué. D'accord. Donc, on peut encore parler de ça. Mais en tout cas, c'est ça un peu le deux choses pour Totem, les cartes et les services. Et voilà, on vend par exemple à de producteurs de voitures. Quand tu achètes aujourd'hui, voilà, par exemple, le nouveau Audi ou Porsche, voilà, notre technologie, elle est dedans, un Peugeot, etc. Nice. Et donc, Ouais. donc vous êtes passé maintenant d'une société B2B comme on a discuté. À quoi ressemble donc ce produit? C'est une API par exemple? Qu'est-ce que c'est? C'est une app qui est après Ouais. white labeled? Ouais. Oui, il a beaucoup de choses dedans. Donc, il a un SDK, il a des API, il a des UI. Tu peux vraiment avoir tout ou avoir des components. Ouais. Donc, il y a certains producteurs qui prennent tout. Ça veut dire même le user interface, ça vient de TomTom, le SDK, tous les API, ce que leur hardware, effectivement. Donc voilà. C'est ça aussi un peu l'avantage de TomTom parce qu'on est flexible, on peut proposer ce que tu veux. Si tu prends que le SDK avec nos API, tu as la préférence de mettre ta propre user interface, c'est aussi possible. Ok. Voilà. Et à quoi donc ressemble ton produit finalement en EV Ouais. Navigation? Alors- C'est les maps, c'est quoi? Alors, le EV Navigation, il a différents components, mais au final, c'est vraiment l'algorithme qui décide où tu vas aller et à quel moment est-ce qu'on te propose de charger ta voiture électrique et pendant combien de temps. Je sais pas si tu es au courant de voiture électrique. J'ai pas T'as encore de conduit? voiture électrique, mais Jamais. bon, je suis pas mal T'as les conduit? Tesla, etc. Donc, T'as conduit ta seule fois. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, tu rentres dans une voiture, tu te dis, je vais aller de Paris à Amsterdam. Elle va te calculer combien d'énergie tu vas utiliser pendant ton Trop chemin. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça Bien dépend sûr. de ta voiture, combien de batteries tu as. Ça dépend de est-ce que tu montes, est-ce que tu descends, est-ce qu'il fait froid, il fait chaud. Il y a plein de components qui sont importants pour comprendre à quel moment est-ce que tu vas plus avoir d'énergie dans ta batterie. Sure. Et on va chercher de chargeurs pour toi. On va dire, allez, là-bas, tu dois arriver, tu vas avoir 4% de ta batterie, Ouais. tu vas chercher jusqu'à 80%. Comme ça, tu arrives à Amsterdam avec 20%. trop cool. Voilà. Donc, elle a beaucoup de choses derrière. C'est vraiment une grande équipe des anges. C'est pas si facile que ça peut paraître. Ah, ça n'a pas l'air d'être du tout facile. Non, Et donc, ouais, à quoi ressemble finalement ton rôle de PM dans ce produit? Bah, en fait, je pense que c'est un rôle de PM assez classique. Voilà, je peux comparer effectivement avec Google, mais au final, on est responsable comme PM pour définir le roadmap. Qu'est-ce qu'on va produire? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est vraiment le plus grand, la question le plus difficile. Ouais. Parce que voilà, il y a toujours de 1000 choses dans ton Jira, dans ton roadmap, dans ton backlog. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi le plus important, le plus urgent, etc. Et après, donc le prioritization et après vraiment le scoping. Ça veut dire, voilà, tu sais, là, de trucs comme Product Requirement Document, ou Yeah. certaines boîtes ils l'appellent Product Kickoff Document. Donc, c'est vraiment un document qui explique qu'est-ce que ça va faire, cette amélioration, ce produit que tu vas faire. Pour te donner un petit exemple, là, une des dernières produits qu'on a, une amélioration de nos produits qu'on a lancé, ça s'appelle Predicted Availability of Charging Stations. Alors, une des problématiques de chargeurs électriques, c'est que tu peux arriver et ça peut être plein. Et ça, c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que tu attends. Tu sais pas combien de temps. C'est pas agréable d'arriver. Tu as besoin d'arriver à ton destination et là, il n'a pas de place pour charger. Ça peut arriver, surtout quand il y a des vacances et tout. Ouais. C'est très chiant. Voilà, dans les pays où il y a beaucoup de voitures électriques. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On a amélioré notre algorithme par regarder le availability. C'est mon français, j'aime bien. Ouais. Donc, l'availability d'une station de charge. Par exemple, si on voit que chaque mercredi à 6 heures d'après-midi, de soir, il est toujours plein ou presque plein, bah, ça veut dire pour toi, on va pas choisir celui-là, on va choisir un autre. Pour être sûr que tu vas pas arriver devant une station de charge qui peut être plein ou presque plein. Super intéressant. Voilà. Donc, pour faire ça, ce produit, voilà, il a beaucoup de choses derrière. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi les metrics qu'on va améliorer avec ça. Bien sûr. Et après, voilà, il a donc le PRD ou le PKD, le document. Et après, il a un solution design. Donc, c'est vraiment un ingénieur qui va définir
comment on va faire ça. Et là, le how, ça c'est la deuxième étape, mais le avant, c'est le what. Qu'est-ce qu'on va faire et après, comment on va le faire. Super intéressant. Est-ce que vous avez une métrique, une North Star métrique ou des OKR que vous essayez d'améliorer globalement dans votre produit ou finalement vous prenez seulement des retours utilisateurs que vous essayez de fixer les uns après les autres? Ouais. Il y a certaines success metrics de différents produits. Par exemple, voilà, le success metrics de cette suggestion de charge. Donc, on va te suggérer de charger ici. Si tu charges là-bas et tout ça se passe bien, c'est plutôt bien. Ça veut dire on a fait nos boulots de prédiction. Si tu fais pas le charge là-bas pour une certaine raison, ça veut dire c'était pas optimal. Donc, il a toujours par exemple, on s'appelle ça charging station take rate. Est-ce que tu acceptes les suggestions qu'on te donne ou pas? Ça, c'est vraiment juste une success metric. C'est pas un North Star de produit entier. Donc, le plan de ce petit success metrics pour chaque produit. Mais le North Star, oui, ça dépend un peu de quelle façon tu vas regarder. Mais au final, ce qu'on veut, c'est que tu utilises ton navigation de ta voiture quand tu fais le chemin. Et que tu n'utilises pas, par exemple, ton téléphone ou tu n'utilises rien de tout. Parce que ta voiture, surtout pour les voitures électriques, la navigation de ta voiture, elle est à 100% connectée de ta voiture. Il connaît ta voiture, il connaît la température, il connaît même le poids. Il prend beaucoup de signaux. Donc, on veut vraiment que pour tes chemins, tu utilises la navigation qui est dans ta voiture. Oui, il y a un USP d'utiliser celui de la voiture finalement. Effectivement. Okay. Donc, ça, au final, si de 50 chemins, tu l'utilises pendant tous ces 50, j'aime vraiment 100% de North Star Success Metric. Vous avez une métrique qui est, par exemple, je sais le nombre de fois qu'un utilisateur a utilisé sa voiture avec un ratio, le nombre de fois qu'il a utilisé GPS. Et ça, c'est pas évident parce qu'au final, c'est pas notre voiture. On n'est pas les constructeurs, on est juste là pour fournir une technologie dans ta voiture. Et le producteur, le OEM, il nous donne pas toujours toutes les données, tout l'accès qu'on veut. Et finalement, donc, c'est pas forcément que du B2B, c'est du B2B2C, right? C'est exactement, t'as bien compris. Et donc, tu fais du produit finalement pour ton client B2B ou pour le C? Parce que c'est des conversations qu'on a souvent avec d'autres product managers, par exemple, même en hospitality ou dans différentes sociétés quand finalement ils font de la franchise. Est-ce que tu fais ça pour le franchisé ou est-ce que tu fais ça pour le client de la franchise? Ouais, en fait, c'est le deux. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'était un côté pour moi assez intéressant pour essayer parce que chez Google, en fait, là-bas, c'est 100% B2C, en tout cas, le produit sur lequel j'ai travaillé. Bien sûr. Donc, je voulais avoir cette expérience B2B parce que c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de B2B dans le monde et c'est une façon de faire des produits un peu différents que d'habitude. Effectivement, quand tu fais cette priorisation, qu'est-ce qu'on va construire? Elle a toujours, alors, effectivement, on va améliorer l'expérience utilisateur. Mais effectivement, si tous tes clients ils te demandent de faire ça parce que ils ont fait ça autre part, ils ont vu ça chez un concurrent, ou ils pensent que c'est important pour eux, ça aussi, c'est un peu de valeur. Parce qu'au final, c'est eux qui payent, qui achètent les produits. Donc, c'est vraiment souvent le balance. Mais ça veut dire aussi que moi, je suis souvent à table avec un constructeur de voitures. Il faut que je l'explique et convaincre. Et je l'essaie de convaincre que non, il faut qu'on fasse ça parce que pour l'utilisateur, ça, c'est mieux. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est pas évident. C'est une partie du job du PM qui est très challenging, non? Ouais, mais j'aime plutôt bien ça parce que voilà, les constructeurs, tu sais, là, le constructeur avec qui on travaille, voilà, il y a quand même beaucoup qui sont pas encore cette user-driven thinking, product-driven thinking. Et voilà, souvent, il faut qu'on fasse l'effort pour l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça et pas ça? De temps en temps, c'est souvent des ingénieurs, de constructeurs de voitures. Et de temps en temps, ils se mettent dans une petite amélioration hyper niche et ils pensent que c'est le plus grand, important truc du monde. Mais en fait, non, il faut regarder plus large, il faut voir qu'est-ce qui a plus d'impact. Est-ce que tu penses que ton rôle ton background de sales, justement, t'aide dans cette partie de convaincre tes stakeholders? Ouais. Je sais pas qui a dit ça, mais au final, le plus senior tu deviens, tu dois toujours faire des sales. Ouais. Et effectivement, elle a toujours un peu ce côté partenariat, ce côté sales, où tu as besoin de manage stakeholders, externally, mais aussi internally.
Ça aussi, c'est un côté des PM. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Le candidat il me demande souvent, c'est quoi les caractéristiques des PM le plus important ou qu'est-ce que vous cherchez le plus. Souvent, je dis quand même que le PM qu'on voit qui sont vraiment le plus successful, c'est quand même les gens qui savent bien faire cette stakeholder management. Parce qu'au final, tu sais, de lancer quelque chose, de définir un produit, tu puisses apprendre. Mais vraiment faire le stakeholder management, d'expliquer, de faire l'alignment, de mettre en sorte que tout le monde regarde le bon côté, le bon chemin, et les stratégies les claires, c'est très dur. Ouais. Et ça c'est vraiment un skill, voilà, pour beaucoup de PM qui est pas évident. Est-ce que tu as 2-3 tips justement pour mieux le faire? Tips. Bon, j'ai pas une liste de leadership et communication livre qui est disponible, mais je pense les tips, le tip que peut-être que moi aussi j'ai eu pour vraiment pour améliorer de ce côté, parce que pour moi aussi c'était pas évident. Chez Google c'était encore plus grand, c'était encore plus compliqué de faire tout ça alignment de tous les différents time zones, etc. Bon, au final, le plus important, c'est de commencer avec comme tu as dit, le North Star. Voilà, la reiteration de qu'est-ce qu'on veut étendre ensemble comme une équipe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut vraiment beaucoup répéter la même chose. Voilà, on travaille tous là, on est tous là pour atteindre cet objectif. Et elle est là, et pour arriver là, il faut qu'on fasse telle de choses. Et voilà, cette communication claire, répétitive, c'est ça le mot français? C'est très important. Ouais. Répéter, très clair, et être là pour. Il faut effectivement pas avoir peur. Tu vois, de temps en temps, tu peux être dans un forum avec plein de monde. Il faut vraiment y aller. J'entendais souvent cette expression à l'époque chez Optimazi, be bold, be brave, be courageous. Ouais. Alors je sais pas si c'est trop bullshit. Elle a tellement de trucs comme ça. Ça décrit un peu ce que tu viens de nous dire. Bon, au final, il y a toujours un peu de vérité dans tout ce petit quote que tu trouves sur le mur de Boîte@Tech. Ouais. Mais ce que je trouve pas mal dans ce que tu dis, c'est ça éloigne pas mal aussi du POPM qui est juste tout le temps dans son backlog à essayer de prioriser des initiatives. Ouais. T'es quand même pas mal en train aussi de convaincre les stakeholders internal et external. Qu'est-ce que tu en penses aussi de cette capacité des PO finalement d'aller chercher, ou POPM, d'aller chercher de l'information, de la data pour prioriser des features? Est-ce que c'est quelque chose de très très important ou comment tu vois ça? Quand tu parles de PO, tu parles de Product Owner. Alors ça, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas tous les boîtes qui ont le job. Par exemple, chez Google, il n'y a que des PM, il n'y a pas de Product Owners. Chez TomTom aussi, on avait quelques Product Owners, mais maintenant tout le monde est PM ou pas. Tu peux essayer de différencier les deux juste pour qu'on... C'est très dur de faire ça. Je sais pas, ça dépend un peu de boîte, je pense. Mais au final, comme moi je le vois, Product Manager, c'est vraiment le personne qui est responsable de roadmap, qu'est-ce qu'on va construire et définir le scope, le requirements pour une telle feature. Donc, quand j'ai arrivé chez TomTom, il y avait encore quelques product owners. Eux, ils sont plus responsables de manager un peu le backlog. De temps en temps, parce qu'il y a une troisième chose, il y a un program manager. Et program manager, ça, on voit plutôt quelqu'un qui est responsable de execution. Mm-hmm. Dès qu'il y a un roadmap, dès qu'il y a tous les tickets, ils sont clairs et ton plan est fait. Après, il faut faire l'exécution. Ouais. Donc, le PM, il est plus responsable à ce moment-là. Maintenant, c'est vraiment le engineering managers, les engineers, etc. Et à côté de tout ça, les équipes design, je peux avoir un program manager qui les aide avec l'execution. Par exemple, s'il a un problème, par exemple, il a une dependency et une autre équipe ne fait pas son boulot. Il faut quelqu'un qui va chercher l'autre équipe, qui va le faire. C'est pas les ingénieurs, ils ont d'autres choses à faire. Donc il y a peut-être un program manager qui les aide pour résoudre toute cette problématique. Super intéressant. Je l'ai entendu dans quelques sociétés, genre Microsoft qu'on avait interviewé aussi, nous parler de program manager. C'est complètement différent. Chez eux, Microsoft, ils l'appellent même pas product manager. Là-bas, c'est quoi? C'est program manager, je pense qu'ils l'appellent ça. Ah, toi, tu t'appelais ça comment? Project manager?
Project manager. Je sais. En tout cas, chez Microsoft, c'est encore différent. Mais c'est intéressant de splitter, parce que moi j'ai rencontré pas mal de boîtes du CAC 40 en France justement qui fusionnent ce rôle de PM avec aussi le suivi du day-to-day. Toi, j'ai l'impression que tu le décris plus comme un rôle plutôt stratégique dans la définition de ce qu'on fait du produit. Au final, le PM, il est aussi quand même responsable que le produit soit fait. Ouais. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour le strategy and the planning, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est responsable pour le schéma, le roadmap, l'execution de produits. Mais il y a des autres gens, comme par exemple le program manager, qui aident avec l'exécution. Parce que voilà, dès que le codage est en train de faire, voilà, c'est vraiment l'équipe des Anges qui est responsable. Mais après, il a aussi le squads, tu vois, il a des différentes façons de s'organiser, tu vois. Ça peut être une façon différente, comme le Spotify model, où il a une petite équipe. Mais au final, c'est à peu près, voilà, high level, c'est à peu près la même chose. Super intéressant. Ouais. Et dans ton rôle de PM, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différents rôles avec qui tu dois communiquer, que ce soit, je suppose, design, peut-être data science, engineers, etc. Ouais. Une des questions qu'on nous a posées, c'est dans un groupe comme le vôtre qui est B2B et assez technique, comment toi, avec un background non technique, tu as appris à parler à tous ces différents rôles justement à travers le temps? Alors, donc, ça c'est effectivement une qualité de product managers qui est important. C'est pour ça, chez Google, à l'époque, il acceptait que de PM qui avaient une software engineering degree. Il avait même, si je me souviens bien, il avait même dans l'entretien de PM, il avait le question de codage. Ouais. Maintenant, ils font plus ça. Peut-être qu'il y a encore des boîtes qui font d'entretien de codage pour le PM. Je connais pas. C'est pas si courant maintenant. Donc, au final, ce qui est important, c'est vraiment pas le côté codage, mais le côté de system design. Mm-hmm. Donc, il faut que tu comprends que tu peux même dessiner. Voilà, c'est aussi de technical interview que nous on fait, Google aussi, d'autres boîtes. On pose, voilà, est-ce que tu sais faire de designer, voilà, comme YouTube. Si demain tu fais YouTube, qu'est-ce que tu vas, quel component est-ce que tu vas avoir besoin? Où est-ce que tu vas mettre de cache? Où est-ce que tu vas mettre une load balancer? Où est-ce que tu vas avoir ton database? Ouais. Est-ce que, voilà, de trucs comme ça, il faut comprendre un peu comment ça marche. Ouais. À San Francisco, on parlait souvent de social engineering. Les PM que j'avais rencontrés avaient généralement un bon background. Une forme d'ingénieur, comme tu disais, de 4, 5, 6 ans. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils devenaient PM. Ouais. Et quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé en France il y a quelques années, beaucoup de PMPO sortent de l'école avec un rôle peut-être plus business ou autre. Qu'est-ce que tu penses de cette practice? Ouais, écoute, je pense que, voilà, moi, donc, j'ai pas cette background de software engineering. Ça aurait été bien de l'avoir. Effectivement, ça aide quand même un peu. Mais ça aide surtout au début de ton carrière. Dès que tu as fait le chemin, c'est pas si important. Mm-hmm. Après, tu comprends, tu sais comment. Mais effectivement, ça aide. Donc, voilà, c'est une question difficile. Moi, oui, je conseille d'avoir cette expérience. Si tu n'as pas cette expérience, c'est un peu dur de commencer d'être un bon PM. Mais tu peux quand même y arriver. Tu as besoin juste un peu, voilà, tu peux commencer avec un rotation ou je sais pas quoi. Ou tu construis toi-même quelque chose. Ouais. Ça aussi, c'est une bonne expérience. Dès que tu as fait le 0 to 1, tu as vraiment construit quelque chose toi-même, tu comprends beaucoup mieux le process. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton expérience chez Google et surtout le fait d'être PM chez YouTube, qui est un des produits, je pense, les plus utilisés au monde. Je crois que c'est 250 millions de active users par mois. Je sais plus. Et c'est quelque chose de appelé le plus grand, effectivement, du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Bah, ça veut dire aussi que l'équipe, elle est très grande. C'est vraiment un très grand bateau, quoi. Que YouTube, on parle vraiment de milliers de personnes que de côté engineering et produit. On parle même pas de sales, support et tout ça, c'est encore séparé. Donc voilà, j'ai eu l'expérience de pouvoir effectivement lancer de fonctionnalités dans l'application YouTube qui sont de temps en temps encore là, certains qui sont plus là. Ça change assez vite là-bas. Et c'est des lancements qui sont très intéressants, compliqués et ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, il y a beaucoup de risques. Parce que si tu fais un truc qui est pas génial,
et le monetization, par exemple, est impacté dans une façon négative, bah, c'est pas génial. C'est votre main KPI à the end Non, of the- non, non, mais c'est juste, il faut que tu lances quelque chose qui fait l'amélioration de KPI important, mais qui fait aussi, parce qu'il n'a pas d'autres KPI qui descend. Donc, il a par exemple une grande fonctionnalité, assez grande fonctionnalité que j'ai lancée, qui je pense qu'il n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, il a le Shorts qui est devenu très à l'avance. Donc, il a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont mises un peu derrière. Voilà, une de mes fonctionnalités, elle était là-bas. Voilà, donc dès qu'on était prêt pour lancer, on a fait par exemple le 1% launch. Si je me souviens bien, on a fait ça à l'Inde. C'était pour de contenu live, parce que YouTube aussi, il a beaucoup de live stream. Oui. Et mon fonctionnalité, c'était vraiment de mettre à l'avance ce live stream. Parce que pendant que le stream elle est live, en fait, YouTube ne fait pas un très bon boulot de mettre en valeur ce contenu. Et avant que ça soit live, il n'est pas du tout visible. Donc, on voulait créer un endroit. C'était dans le tab Explore, qui donc n'existe plus. Voilà, donc c'était une fonctionnalité vraiment de mettre à l'avance de contenu de live streams. De live streams de qualité. Trop cool. Par exemple, de sports, cultural events, des trucs comme ça. Et on a fait un 1% launch à l'Inde. C'était le parade de leur journée nationale ou quelque chose. Il avait un live stream sur YouTube. On a fait 1%. Donc, ça veut dire 1% d'utilisateurs voyaient cette fonctionnalité dans leur application. Et on comparait ça avec l'autre 99%. Est-ce que ça, il a des impacts sur de KPI importants? Tu regardais autant les KPI business que technique ou C'était surtout comme un business. Peut-être que je me souviens plus, ça fait déjà quelques années. Mais au final, voilà, tu fais un lancement, tu regardes s'il n'y a rien qui explose, qui pète, quoi, tout marche bien. Et après, c'est bon, tu peux avoir l'approval pour lancer et tu fais ça globalement. cool. Et Ouais. comment on définit une stratégie produit d'un outil, enfin d'une équipe qui est aussi grande? Parce que parfois on entend des équipes avec une dizaine de PM qui ont déjà une stratégie un peu Frankenstein. Donc chacun fait des trucs dans son coin et parfois ça clash. Comment, à l'échelle d'un produit comme YouTube, on arrive à le faire? Écoute, je n'ai pas une très bonne réponse parce qu'effectivement, c'est un truc très grand. Moi, je savais un peu qu'est-ce qui se passe dans mon petite équipe, les priorités qu'on avait, mais plus large que ça, je sais pas. C'est vraiment très compliqué. Peut-être que j'ai pas assez de temps pour vraiment bien comprendre. Mais tu sais, par exemple, ce que je me souviens très bien, avant de lancer, par exemple, il faut on a un approval de lancement vraiment de CTO. Maintenant, il est devenu le Chief Executive Officer, Neil Mohan. Donc, il faut que Neil regarde le produit avant de lancer. Et donc, tu as besoin de préparer vraiment un pitch de 30 secondes pour expliquer le produit, le lancement, les KPI. Il faut que Neil regarde et dise, OK, c'est bon, c'est pas bon. Parce qu'il peut commencer à poser des questions compliquées. Et dès qu'il commence à poser des questions, ça veut dire tu vas pas lancer ton truc. Ouais. Même si tu es complètement prêt, et ça aussi, j'ai vu arriver. Nous, c'est bon, on avait notre petite thumbs up et ça y est, on a pu lancer. Donc, il a quand même à tous les niveaux et il coordonne, voilà, il regarde qu'est-ce qu'on va lancer ou pas. C'est trop cool. À quoi ressemble ce pitch de 30 secondes? Elevator pitch, c'est ça? Elevator pitch, ouais. C'est un slide que tu dois remplir avec quelques explications. C'est quoi, pourquoi, quel user problem tu résolves, c'est quoi les KPI importants, petit screenshot et ça y est. C'est pas si compliqué que ça. Cool. Donc c'est assez top-down quand même finalement la décision. La décision pour lancer, ouais, on dirait il a un peu de verification à tous les niveaux. Qui paraît c'est normal finalement pour pas avoir une stratégie trop Frankenstein. Ouais, mais après ton question, qu'est-ce qu'on met dans le roadmap, c'est compliqué effectivement. Ouais. Parce que voilà, mais c'est compliqué chez YouTube, c'est compliqué dans tous les boîtes, hein, parce Bien que sûr. voilà, t'as pas de ressources illimitées. Et c'est toujours voilà, on a parlé de alignment, internal collaboration, etc. C'est compliqué, mais le deuxième chose, c'est vraiment la priorisation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pourquoi? C'est quoi l'impact? Est-ce que vous travaillez avec des sprints de 2 semaines? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? Ou est-ce Alors, que vous êtes un produit qui met toutes les 30 secondes? Non, on fait vraiment quarterly planning. Donc voilà, il a effectivement des sprints dedans.
Et ça, c'est vraiment à l'équipe d'ingénieurs de décider qu'est-ce qu'on va faire dans chaque sprint. Pour moi, le côté produit, c'est vraiment, on fait le planning de qu'est-ce qu'on va construire les prochains 3 mois. Et avant de décider qu'est-ce qu'on va faire, ça veut dire le planning, vraiment de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire et combien de temps ça va prendre et mettre ça dans un plan. Avant ça, il faut faire tout ce travail de scope definition, requirements definition, de how, le solution design, tout ça, il faut que ça soit fait. Dès que ça fait, tu sais qu'est-ce que tu as à faire et tu fais le planning. Voilà. Super intéressant. Et une question qu'on a eue de la communauté, comment on devient PM chez YouTube? Ah bon? Ouais. Je pense que c'est à peu près la même question, comment on va devenir PM dans n'importe quelle société. Alors pour moi, c'était... il a différentes choses. Donc, on a parlé un peu d'avoir le software engineering background. Effectivement, ça aide. Dès que tu as ça, tu peux commencer d'avoir un peu d'expérience de produit, soit dans le boîte où tu es déjà, soit sur le côté, tu fais quelque chose toi-même. Donc ça, c'est une façon assez normale. Tu vois, le PM classique, tu sais, Sundar Pichai, le CEO de Google aussi, il a commencé comme PM. Ouais. Je pense que c'était Gmail. Lui, il a un profil classique. Il a donc software engineering background, il a fait un MBA, il a travaillé quelque part avant, et là, après son MBA, il a commencé comme PM chez Google. Donc ça, effectivement, c'est le plus évident. Si tu n'as pas ça, il faut chercher des chemins. Si tu es déjà quelque part dans la boîte, peut-être qu'il y a l'opportunité pour toi de faire peut-être un essai, une rotation ou 20% ou quelque chose pour essayer cette job. Parce qu'au final, tu sais, même si tu penses que c'est intéressant, j'attends effectivement beaucoup autour de PM, ce genre, les gens ils pensent que c'est génial et tout, et c'est intéressant. Mais au final, c'est un job assez compliqué, assez dur. Sure. Donc, je te conseille quand même d'essayer avant de tout changer de ton carrière. Parce que peut-être que tu dis, écoute, moi, je préfère quand même rester dans, je sais pas, de marketing ou rester dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dur dans le rôle de PM? C'est le fait que tu sois exposé et que finalement, dès qu'il y a un problème, on tape à ta porte ou... Alors, je pense le plus facile de comprendre, c'est que... Alors, tu sais, il y a des choses qui sont known et des choses qui sont unknown. Par exemple, quand tu fais le sales, au final, tu vends un produit qui normalement, il est solide. Donc, il a beaucoup de known. Voilà, tu connais ce produit, tu peux apprendre, tu peux devenir le spécialiste de ce produit pour pouvoir le vendre. Ouais. Effectivement, de vendre ça aussi, c'est pas évident. Il a l'account management, il a tout ça. Mais au final, normalement, il n'a pas beaucoup de questions par rapport au produit. Mais en tant que PM, tu dois être dans tu vas être toujours dans le unknown. Il n'a que de problèmes à résoudre. Il n'a pas de chemin clair. C'est toi qui dois mettre le chemin. Et pour certaines personnes, c'est pas évident d'être tout le temps dans cette complexity de choses qui sont juste pas là. Il faut le mettre en place. Tu dois résoudre des problèmes et parfois tu dois même trouver le problème à résoudre. Aussi. Ouais. Ambiguity. Tu sais, le mot en anglais, je sais pas comment on va dire en français. Ambiguïté, je sais pas. Mais ça, c'est vraiment le mot clé. Est-ce que tu aimes bien être dans des situations avec beaucoup d'ambiguïté? Et il y a certaines personnes qui disent, moi, je me sens pas confortable dans ça. Est-ce que tu utilises un peu d'IA dans ta journée dans ton day-to-day? Qu'est-ce que j'utilise là? De l'IA. Ah, pour lire des livres, par exemple? N'importe, ChatGPT, tout ça. D'accord. J'essaie effectivement, il a beaucoup de choses. Tu sais, je lis, par exemple, je parle plusieurs langues, tu sais, je parle néerlandais couramment, le russe, le français, anglais. Je lis aussi des livres de temps en temps pour pas oublier une langue. J'utilise, mais pas encore, je pense, assez vraiment de côté de product management. Tu sais, on est effectivement en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est un peu la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que
Tu vois, le product definition, c'est voilà, aider avec les documents à gauche à droite, des emails, ouais. Ouais. Ouais, ok, mais pas beaucoup plus que ça encore. Tu penses que ça pourrait remplacer un jour le rôle d'un PM Ouais. ou pas forcément? Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Ouais, effectivement. Ça c'est notre parce que ça va tellement vite aujourd'hui, tu sais. Là, le CEO d'Anthropic, il a déjà dit que voilà, la plupart des codes, ça va être IA. Je pense que Sundar aussi, il a dit à peu près la même chose. Ouais, Chez il y ouais. a des bons Ouais. startups qui se sont lancés récemment. Je crois qu'il y a Ouais. Lovable qui est maintenant déjà en série B, quelque chose Ouais. comme ça, 40 ou 50 millions de Ok. annual recurring revenus en 3 mois. Un truc genre ridicule comme ça. Ouais. Je sais pas exactement les chiffres en tête, mais c'est vrai que tu tapes un prompt et ça te développe ton app, Ouais. ce qui est ultra impressionnant. Ouais. Ouais. Peut-être en tant que engineering, software engineering, il faut réfléchir un peu plus vite. Ouais. Parce que le PM, tu as quand même, voilà, tu fais d'autres choses aussi. Mais c'est clair que la façon comme on construit le produit, ça change tout le temps et aujourd'hui, ça change encore plus. Mais ouais, il faut que je prenne plus de temps de ça. On aura Ouais. toujours besoin d'une personne pour parler aux utilisateurs, convaincre les stakeholders, Ouais. etc. Ça, ouais. Peut-être qu'on va faire plus de ça et tous les requirements et tout, ça va être plus IA. On ne sait pas. J'aime bien toujours finir par une question. Alors d'habitude, je pose sur l'expérimentation, quelle est ta définition de l'expérimentation? Ah ouais. Là, je vais poser une autre question. Quelle est finalement ta définition d'un bon PM? Oui, mais même le côté experimentation, ça reste une question importante aussi pour de PM. Hein? Ouais, parlons-en. Comment vois-tu le rôle de l'expérimentation dans ton rôle? Ouais. Alors, au final, je pense que comme le PM regarde experimentation ou tout, c'est vraiment, comme j'ai dit, le deuxième question, le prioritization. Qu'est-ce qu'on doit construire? Et voilà, ça peut être quelque chose qui est évident parce que on a testé ça dans un produit. Il faut qu'on mette ça dans un autre produit parce que de temps en temps ça arrive. Mais ça peut être aussi au cause de experimentation. Mais comment est-ce que tu le fais dans une façon le moins chère, le plus vite, etc. Dans le B2B, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, tu peux pas facilement faire cette 1% launch. Alors, par exemple, une des raisons pourquoi, en fait, TomTom aussi, on a une application comme Google Maps, Waze, on a une application qui s'appelle Amigo. Une des raisons pourquoi ça existe, c'est vraiment pour faire cette expérimentation. Pour tester quelque chose, pour voir, pour avoir du feedback direct d'utilisateur. Parce que si on va dans notre application de notre donnée propre, notre donnée et pas les données de nos constructeurs, on voit qu'en fait, ça marche pas ou ça marche très bien. Après, on peut dire, écoute, il faut qu'on ramène cette fonctionnalité aussi dans d'autres plateformes. Donc, cette experimentation, même dans le boîte B2B, c'est quand même très important de trouver des façons de pouvoir tester. Make sense. Ouais. Et ça peut dire peut-être, voilà, donc devenir un petit peu B2C aussi pour avoir d'utilisateurs. Une problématique qu'on nous a remontée d'un point de vue PM, c'est comment je partage ma connaissance avec les différents stakeholders internes et externes sur ce que j'ai appris de mes utilisateurs, de mes experiments, etc. Ouais. Comment toi, tu as réussi à tackle cette problématique à travers tes différents rôles? Je pense que chez TomTom, on n'est pas si grand non plus. Donc, tu vois, par exemple, nous, on travaille dans le côté EV Navigation, EV Experience, etc. Donc, on se parle beaucoup, tous les gens qui travaillent dans le UI UX, dans le marketing, dans le produit, dans l'engineering, tout le monde qui est concerné de EV, on se parle, on partage. Donc, par exemple, là, j'ai fait de temps en temps de test drive de nos concurrents. Donc, je partage là-bas dans des forums qu'on a. Donc, voilà, il faut effectivement avoir ce forum, soit sur Slack ou de meeting ou on fait aussi des Product Summit tous les ans. Tous les PM, on se met ensemble face-to-face pour une conférence. Donc, voilà, il faut essayer de trouver de chemins pour partager d'expériences, partager d'insights, etc. Ouais. Parce que c'est effectivement pour toi, c'est important que les gens sachent. Parce que si tu sais que voilà, ce truc est important, il faut qu'on adapte notre produit. Il faut quand même que tout le monde est au courant de ton roadmap. Il faut
tout le temps avoir cette repetitive communication. C'est le mot over-communicate. J'utilise ça souvent parce que de temps en temps, on pense que c'est bon, on a expliqué, mais non. Il faut encore revenir, il faut réexpliquer, il faut revenir à d'autres forums pour être sûr que ton roadmap sur lequel tu es en train de bosser, il est clair pour tout le monde. En tout cas, je retiens vachement de notre interview le fait que la communication, c'est super important dans le rôle d'un PM et le fait de pouvoir résoudre des problèmes aussi et d'être capable de over and over and over de le faire, c'est vraiment quelque chose que je retiens de notre interview. C'est exactement ça. De expliquer facilement et très clairement, le communication est très important. Un dernier mot pour la fin? Alors, tu as dit quelque chose par rapport au dernier mot avant? C'était quoi? Quelle est ta définition d'un successful PM? Definition of successful product manager. Ouais. Bon, on a déjà parlé un peu de communication, de alignment et qu'est-ce qu'on a dit encore? On a parlé un tout petit peu d'IA, on a parlé d'alignment, on a parlé de communication, knowledge sharing, le fait de voir résoudre des problèmes, d'écouter ses utilisateurs, de convaincre. Ouais, en fait, tout ça, c'est vrai. Tu vois, tu peux pas juste dire il a une chose et avec ça, tu vas devenir un PM très fort. Au final, c'est vraiment tout ça, mais au final, voilà, comme j'ai dit, l'alignment, la communication, surtout dans le boîte un peu large. Mais au final, quand même, tu sais, de put yourself in the shoes of the user, tu sais, cette capacité de se mettre dans n'importe quel utilisateur. Parce que là, aujourd'hui, je travaille sur un EV, je peux devenir un consommateur de ce service, mais tu peux construire un produit sur lequel tu n'as pas du tout utilisateur. Il faut quand même avoir cette capacité d'avoir this user empathy. Pour se mettre dans voilà, c'est quoi cette problématique que je dois résoudre? Parce qu'au final, pourquoi on est là? On est là pour résoudre le problème de l'utilisateur. Et si tu n'as pas cette capacité de sentir, d'avoir cette empathie, voilà, c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est totalement une discussion importante. Merci beaucoup, Alex. Bon, merci à toi, Alexandre.